Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Oui, c'est Indiana Jones. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est en train de remonter à la surface et qui est en train de peut-être nous démontrer que finalement, toute l'essence et toute l'éthique même de ce qu'est aujourd'hui la médecine est toujours et encore coincée par des conflits d'intérêts et des respects de protocoles. En effet, lorsque vous avez un médecin ou un professeur qui trouve une possibilité de vaccin, de médicaments, il y a toujours ces protocoles qui imposent de le tester. Alors ça peut aller de 6 mois à 2 ans, voire même plus, suivant le type de maladie ou le type de symptômes que l'on veut traiter. Sauf que là, évidemment, on est dans l'urgence. Et ce fameux professeur Raoul, eh bien lui, il a trouvé que le traitement paludique, qui est à base de chloroquine, je vais y arriver, additionné à un antibiotique, eh bien, semble donner des résultats très satisfaisants. Et étant donné qu'on est dans l'urgence, eh bien, forcément, tout le monde est en train d'essayer de trouver de l'espoir dans ce traitement. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ce professeur Raoul, il dérange. Il dérange premièrement parce qu'il ne respecte pas les protocoles d'usage, ces fameux protocoles, comme je l'ai dit, qui malheureusement, est-ce qu'on a véritablement le temps aujourd'hui face à la pandémie de respecter ces protocoles, c'est-à-dire d'attendre 6 mois à 2 ans, c'est-à-dire de laisser des gens finalement mourir, sous prétexte parce qu'il faut respecter des tests cliniques. Donc déjà, il se met un petit peu une partie des conservateurs des milieux médicaux à dos. Et puis, eh bien, certains médias commencent à en parler, mais de façon très timide, il y a un conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, il remonte à 2017, c'est-à-dire celui qui l'oppose à Yves Lévy. Yves Lévy, époux de Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé. D'ailleurs, Agnès Buzyn qui vient de se faire recaser dans une administration, je crois, proche de l'étude et du suivi de la crise de la pandémie. C'est un litige qu'il y a entre les deux hommes sur des sujets évidemment plus ou moins techniques, sur la façon de prévaloir, de promouvoir une façon de faire de la médecine, et plus particulièrement lorsque le professeur Raoul avait plus ou moins soulevé l'idée que les vaccinations qui avaient été imposées depuis janvier 2019, je crois, eh bien, ne sont pas totalement fondées. Et étant donné que c'est quand même un professeur qui est reconnu dans ses travaux, dans ses recherches, eh bien c'est difficile d'essayer de le dénigrer, comme ça a été le cas de certains docteurs, de certains professeurs, dont certains d'ailleurs sont passés à la guillotine du Conseil des médecins pour se faire radier de l'ordre des médecins. Sauf que ce professeur, c'est difficile de le discréditer parce qu'il a quand même un pédigré, il a quand même un curriculum vitae non négligeable. Et preuve en est, c'est que ce conflit d'intérêts, eh bien, c'est ce qu'on appelle plus ou moins un conflit d'ego. Et ce conflit d'ego, eh bien, il est en train de remonter à la surface. Et il remonte à la surface sur ce monsieur, Yves Lévy, qui, malheureusement, a déjà, pour lui, quelques petits problèmes d'éthique, des petits problèmes, je dirais, de conscience professionnelle, parce que ce monsieur, qui a été quand même président de l'INSERM pendant plusieurs années, lorsqu'il a voulu se faire réélire, il a voulu se faire réélire avec une certaine influence d'une certaine ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, pardon, ce qui a posé pas mal de problèmes. Et puis ensuite, il a réussi à se faire nommer comme conseiller spécial, je crois. Mais là encore, c'est d'ailleurs le député Jean Lassalle qui avait soulevé un certain nombre de copinages de la part de ce monsieur qui avait réussi à se faire caser dans cette position où il touchait un minimum 1500 € brut par mois, mais jusqu'à 6000 € à partir du moment où il participait aux différentes réunions de cette position. Mais en plus de ça, c'est un monsieur qui vient du domaine médical, qui vient du domaine de la science, alors que la position qu'on l'a placée, c'est une position où il faut avoir des notions de droit. Alors, ce monsieur n'a pas de notion de droit, donc évidemment, là, on est très clairement dans un recasage d'une position de complaisance pour les copains. Et c'est ça qu'aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, dans les comportements, dans les attitudes, dans les propos de certains, c'est ce qu'on ressent. On ressent qu'on essaie de protéger
protéger encore une fois de plus ce petit milieu corrompu, ce petit milieu de copinage où quand des gens perdent des positions, eh bien, réussissent à se faire recaser par des relations pour des postes parfois pas payés que au SMIC. Hein. Et finalement, ça redonne encore un aspect véritablement un petit peu pourri du système. En plus, quand on rajoute ce qu'Agnès Buzyn a déclaré lorsqu'elle s'est fait blackbouler au municipal de Paris, qui finalement, elle le savait depuis décembre ou mi-novembre, je crois, qu'on était en face de quelque chose qui pourrait devenir une pandémie et qu'il fallait commencer à prévoir les choses. Immobilisme total de tous les organismes et de toutes les autorités jusqu'à ce que début mars on commence à s'inquiéter. Encore aujourd'hui, on polémique, on fait des outils de comparaison, par exemple avec la grippe. Il y en a qui vous disent que la grippe tue plus que le coronavirus. Oui, sauf que la grippe, on sait la soigner. Que la grippe, elle tue des gens parce qu'ils ont des pathologies fragiles, parce qu'ils ont des antécédents médicaux, ou parce que tout simplement, ils ont attendu le dernier moment, parce qu'ils n'ont pas pu aller se faire soigner, parce que le système de santé devient de plus en plus cher, et que c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de morts de la grippe. Alors que la grippe, il y a des vaccins, et que même avec des traitements, on pourrait la combattre, la grippe. C'est comme d'ailleurs tout un ensemble de maladies. Vous avez des gens aujourd'hui qui meurent de maladies qu'on peut soigner, mais parce qu'ils ne sont pas allés voir des médecins suffisamment tôt, parce qu'ils ne sont pas allés voir des urgences suffisamment tôt, parce qu'ils n'ont pas accepté de se faire hospitaliser, et surtout dans certains pays, comme par exemple les États-Unis, où les coûts de frais de santé sont exorbitants. D'ailleurs là, ça va poser un sérieux problème d'ici quelques semaines, parce que des gens qui ont été hospitalisés, qui ont été soignés, eh bien, il y en a certains d'entre eux qui vont recevoir une facture, mais alors que à la limite, il vaut mieux qu'ils se suicident tout de suite parce qu'ils ne pourront jamais véritablement la rembourser. Donc voilà, ça pose tout un problème. Ça pose plusieurs problèmes d'ailleurs sur le système lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce système qu'on nous vante, qu'on nous glorifie, eh bien aujourd'hui démontre ses lacunes, démontre ses écueils, démontre ses problèmes. Comme l'a dit d'ailleurs Macron en disant que finalement peut-être que le mondialisme, peut-être il faut falloir le repenser. Je pense qu'à mon avis, il s'est fait taper sur les doigts par ses commanditaires d'avoir affirmé ça, parce que, soyons clairs, même si aujourd'hui vous avez des gens qui commencent justement à réfléchir à ce que sera l'avenir du système économique, du système financier, du système consumériste, etc., qu'il va falloir en effet repenser, parce que là, on a véritablement des éléments aujourd'hui, des preuves flagrantes que ce système est défaillant, qu'il est faible, qu'il est en plus en train de s'enfoncer, puisque les marchés sont en train de se casser la gueule. Je tiens quand même à signaler qu'aux États-Unis, il a été annoncé, première annonce, de 4 milliards de dollars d'investissement pour sauver les entreprises américaines, que pour ma part, qui travaille dans l'exploitation cinématographique, nous avons ici aux États-Unis le président de l'association des propriétaires de cinéma, qui a officiellement dit que si on n'aidait pas le secteur, il y a au moins un tiers, voire la moitié des cinémas aux États-Unis qui vont fermer. Donc voilà, il y a des conséquences économiques évidentes qui vont devoir être traitées, mais seulement le problème, traité comment? Parce que demander aux États de l'interventionnisme, d'ailleurs aux États-Unis c'est assez marrant, parce que c'est le pays quand même de l'ultralibéralisme, on défend les libertés, etc. On hait profondément l'interventionnisme d'État, et là tout d'un coup, quand ça merde, quand ça capote, quand ça commence à tousser de tous les côtés, et que le système économique est en train de s'arrêter, tout d'un coup on tape à la porte de l'État fédéral pour dire ce serait bien que vous nous aidiez, parce que là on est dans la merde. Donc voilà. En France, c'est pareil. En France, de toute façon, l'État va être obligé de mettre la main au porte-monnaie, mais seulement mettre la main au porte-monnaie quand vous avez les caisses qui sont vides. C'est quoi? C'est de l'emprunt. Sauf que le problème, c'est qu'il faut savoir qu'avec la crise, avec les marchés, et surtout le marché obligataire qui est en train de se péter la gueule, vous avez actuellement l'emprunt 10 ans français qui retape des taux où les Français vont peut-être avoir la mauvaise surprise d'ici quelques temps d'avoir de nouvelles taxes qui vont leur tomber sur le coin de la tronche, parce qu'il va falloir à un moment donné faire augmenter les rentrées fiscales. Donc voilà, je veux dire, il y a des conséquences énormes, sauf qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens. Aujourd'hui on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens, on n'a pas la structure, on n'a pas l'économie
pour faire ce qu'ils ont l'intention de faire une fois que la pandémie sera finie. Donc voilà, je veux dire, même si aujourd'hui les gens sont en face d'une réalité, certains d'ailleurs commencent à être un petit peu décontenancés parce qu'ils se disent mais non, mais c'est pas possible, pourquoi on peut pas rester comme ça, etc. Mais oui, mais c'est ça la fragilité du système, c'est que vous savez, c'est un peu comme un bateau. Un bateau, ça doit subir de la maintenance, ça doit avoir sa coque surveillée régulièrement. C'est comme votre voiture, c'est pareil. Si vous ne faites pas la maintenance, si vous ne faites pas l'entretien de votre voiture, eh bien, il y a un moment donné où vous allez avoir des pièces qui vont commencer à casser. Alors on va peut-être réussir à vous faire du bricolage, mais du bricolage temporaire, mais c'est un bricolage temporaire qui dure, et ça va faire encore plus de mal à la mécanique, et puis jusqu'au jour où tout va péter, et là ça va coûter 100 fois plus cher à réparer, sauf que vous n'avez pas l'argent pour réparer, donc du coup soit vous abandonnez le navire, ou soit vous vous faites prendre conscience à votre équipage, vous faites prendre conscience à votre famille, vous faites prendre conscience au peuple, que il va falloir repenser les choses tous ensemble, mais ça c'est pas du tout la voie qui se profile. Tout simplement parce que il est évident que le 1% qui détiennent les richesses du monde veulent pas lâcher le taureau d'or. Je pense qu'à mon avis, ils vont tout faire pour faire ça. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que si en France on a un état d'urgence sanitaire qui a été voté par le Parlement et qui, dans ses articles, donne la possibilité, par exemple, à un employeur de refuser les congés payés pour pouvoir permettre à des salariés de rester chez eux pendant la pandémie, mais de pouvoir faire passer ça en congés payés, et voilà, ils peuvent plus. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour sauver l'économie, c'est-à-dire de faire des sacrifices, c'est-à-dire d'envoyer des gens dans la rue, dans les transports en commun, si tant est qu'il marche encore, pour aller travailler. Alors ça concerne évidemment essentiellement les gens qui ont des travails manutentionnaires, des travails manuels. Alors je pense évidemment à tout ce qui est société de ménage, réparation, électricien, plombier, le BTP qui est à l'arrêt, mais qui de toute façon on sent bien qu'il y a une pression énorme pour que les chantiers reprennent. On veut imposer des normes de sécurité. Le seul problème, c'est que les normes de sécurité, l'État ne surveille pas, c'est-à-dire que ce sera l'appréciation, il y a la responsabilité des chefs d'établissement. C'est-à-dire que si vous avez des patrons qui n'en ont rien à foutre, eh bien, sauf si les employés le dénoncent ou appellent la police pour faire un constat, malheureusement, les employés seront clairement exposés à la situation. Donc voilà, tout est en train de fissurer, tout est en train de craquer. Le seul problème, c'est que quand tout ça sera fini, la question qui reste posée, c'est est-ce que les Français vont avoir le courage de soutenir, de maintenir, de motiver des actions contre ce gouvernement, contre ce président, qui sont clairement des responsables d'une situation qui aurait dû être mieux gérée, mieux gérer, c'est-à-dire prendre les devants, faire de l'anticipation. Or là, rien n'a été fait. On n'a pas anticipé le manque de masques, on n'a pas anticipé le manque de tests, on n'a pas anticipé le matériel insuffisant pour traiter le flux massif de personnes qui risquent d'arriver dans les hôpitaux, dans les urgences. Quand vous avez aujourd'hui sur Internet des infirmiers, des médecins qui commencent à dire que de toute façon on est dans une situation où il va falloir faire le tri. Le tri, ça veut dire quoi ? Sauver les plus jeunes et sacrifier les plus vieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des services de santé, vous avez des urgences qui ne soigneront pas les personnes, ou qui les soigneront avec des outils très rudimentaires, mais par exemple, les appareils respiratoires iront en priorité aux plus jeunes et pas aux plus vieux. Donc voilà, c'est-à-dire que finalement, on se cache derrière l'idée, vous savez, le coronavirus, finalement, la mortalité, la létalité du coronavirus concerne essentiellement des personnes âgées de plus de 70 ans. Oui, c'est tellement plus simple de dire ça pour justifier que finalement ceux qui sont morts, c'est des gens de plus de 70 ans, donc c'est normal. Mais non, c'est pas normal, parce que ces gens-là, ils auraient pu être sauvés. Ils auraient pu être sauvés si on avait eu le matériel qu'on n'a pas. Voilà. Voilà, est-ce que les Français prennent conscience de ça? Est-ce qu'ils vont agir? Est-ce qu'ils vont agir pour réclamer des responsabilités? Pour réclamer
des explications par le biais de la justice, par le biais d'outils constitutionnels. Et on verra aussi ces fameux représentants, ces fameux députés, comment ils vont interagir dans l'intérêt du peuple, puisqu'ils sont les représentants du peuple. Et le peuple, quand majoritairement se pose des questions, il veut des réponses, mais qu'on ne leur donnera pas de réponse parce que finalement c'est le gueux, et le gueux, il a le seul droit, c'est de fermer sa gueule. Il y a un moment où peut-être qu'il y a des gens qui comprendront que les gilets jaunes, ça ne suffit plus, que les gilets jaunes manifester tous les samedis, ça ne suffit plus, que peut-être il va falloir prendre des décisions et aller dans des solutions plus radicales. Prendre des armes, faire de la résistance, faire de la dissidence, prendre le maquis. Ce qui serait d'autant plus dangereux parce que je pense que les autorités savent pertinemment que si ça arrive, ça va aller très très vite. Et ça va aller d'autant plus vite que vous allez avoir certainement des militaires, des gendarmes, des policiers qui vont s'allier à ces Français qui ont décidé de dégager et de changer le régime, de changer la République, d'instaurer une nouvelle constitution, parce que c'est ce qu'il faut, si on veut retrouver cette souveraineté et surtout évidemment sortir de cette Union européenne. L'Union européenne, j'attire votre attention quand même sur l'action de l'Union européenne, qui est quand même formidable. C'est-à-dire que quand la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique ont commencé à voir les premiers foyers de contaminés, l'Union européenne était beaucoup plus soucieuse de voir ses frontières commencer à devenir hermétiques pour ne pas accepter les migrants, et commencer à faire les gros yeux par rapport aux pays comme la Hongrie, la Bulgarie, qui ont commencé à fermer leurs frontières, mais qui n'ont absolument eu aucun mot et aucune action concrète ou soutien des gouvernements face à la pandémie. Je veux dire, l'Italie, aujourd'hui, elle se souviendra certainement que l'Union européenne n'a absolument rien fait. Qu'aujourd'hui, l'Italie est aidée par qui? Elle est aidée par la Chine et elle est aidée par la Russie. Donc, à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions concernant cette Union européenne. Enfin voilà, c'est posé là. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous que je pense vous avez l'intelligence d'avoir déjà fait ces conclusions, d'avoir fait déjà cette analyse. Et pour les autres, j'espère que vous aurez des questions. N'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à essayer d'explorer l'Internet. Pas forcément tout prendre comme argent comptant, mais prendre les choses et essayer de les mettre sur la table et de voir de façon un petit peu globale les choses. Pour vous faire une opinion un peu plus juste sur ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer est grave, d'autant plus que pour l'instant, il faut savoir qu'en France, ça fait quoi? Ça fait 15 jours, même pas 15 jours qu'il y a le confinement, et que déjà, on commence déjà à avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des gens qui pètent les plombs, ça commence à y avoir des gens qui commencent à sortir, et qui, évidemment, dans certains quartiers, je pense à la Seine-Saint-Denis par exemple, où je ne comprends pas pourquoi la loi martiale n'a pas été, ou au moins un couvre-feu n'a pas été décrété dans ce département, sachant qu'il y a quand même une population très propice à absolument faire casse sa tête. Et de ce fait, aujourd'hui, on en est dans ces vidéos qu'on voit de policiers qui sont obligés de menotter, de maîtriser des individus qui, évidemment, en profitent pour faire tout un scandale, de faire leur show. Et en face, vous avez des gens qui filment ça en montrant que c'est de la violence policière. Le problème, c'est que la violence policière, oui, il y en a, c'est certain, mais le problème, c'est quand vous avez un individu qui de toute façon sait qu'il est filmé et qui sait que de toute façon il ne veut pas se soumettre à l'autorité et qu'il a l'intention de faire son show, comme il y en a beaucoup qui savent le faire, voilà, on a ces vidéos qui... sauf que je pense que beaucoup de Français ne sont pas dupes. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous avez cette porte-parole, Madame Dia, qui nous dit des conneries à longueur de temps, elle, c'est pareil. Je pense qu'il y a un moment donné où Macron doit prendre conscience que cette personne est dangereuse pour sa crédibilité, pour son image. Parce que c'est quand même la porte-parole de l'Élysée. Donc, quand elle dit qu'elle explique à la télévision que moi je ne sais pas mettre un masque, qui sait mettre un masque, que mettre le masque ça sert à rien, que seuls les malades doivent mettre un masque. Enfin, on est dans un truc, mais on se demande si on n'est pas dans la 4e dimension. On se demande si tout d'un coup, la France n'est pas tombée dans un délire collectif
d'une expérience psychologique, d'hypnose collective, parce que là, ça dépasse l'entendement, ça dépasse le bon sens, ça dépasse la raison. Hein, donc c'est pour ça, moi, j'espère que une fois que cette pandémie sera terminée, enfin, elle ne sera pas totalement terminée, mais quand on reviendra à une situation à la normale, j'ose espérer que en France, ça va bouger contre ce gouvernement, contre ce président, contre cette gestion calamiteuse. Et parce que franchement, je pense que les historiens vont avoir beaucoup de mal à expliquer aux générations futures ce qui s'est passé en France, ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans le monde, que c'est tous ces pays qui ont tardé, qui ont préféré sauver les meubles d'un système économique qui est déjà en berne, mais qui en veut toujours plus. Donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère un peu plus positive. Et d'ici là, portez-vous bien.